Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on vous présente le jeu Tales of Glory, publié en 2018 chez Ankama. C'est un jeu de l'auteur Romain Chastan. On peut y jouer de 2 à 5 joueurs et les parties vont durer de 30 à 45 minutes. Le but du jeu sera d'accumuler le plus de points de prestige avec notre héros. Donc on incarne un héros qui va vivre des aventures, qui va rencontrer des compagnons, combattre des monstres, visiter des lieux. C'est un jeu de recrutement de tuiles et de placement de tuiles où à chacun des tours de jeu, on va aller recruter des tuiles qu'on va placer dans notre zone de jeu pour faire vivre différentes aventures à notre héros et évidemment placer les tuiles de façon maximum pour marquer le plus de points possible. Alors, Tales of Glory, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au centre de la table du côté indiqué au nombre de joueurs désirés. Donc ici, c'est le plateau du côté 2 et 3 joueurs. On va aussi prendre la tuile défausse qui correspond au nombre de joueurs désirés, donc 3, et on va la placer à côté du plateau, juste à côté de l'emplacement numéro 1. On va faire des réserves avec les différents jetons qu'on a dans le jeu. Donc on a les jetons de pièces, les jetons de potions, les jetons de points de prestige, les jetons clés, les jetons de combat et les jetons de magie. On va placer en haut du plateau les 4 trophées de majorité. Donc on a un trophée pour le nombre de pièces, le nombre de potions, la valeur d'attaque et la valeur de magie. À la fin de la partie, les joueurs qui ont la majorité dans cette ressource vont gagner le trophée qui vaudra 4 points de prestige dans le décompte final. On va regrouper les tuiles selon leurs âges, donc les tuiles de l'âge 1, de l'âge 2 et de l'âge 3. On va mélanger chacune des pioches indépendamment et ensuite on va placer des tuiles de l'âge 1 sur le plateau central pour remplir tous les emplacements qu'il y a sur le plateau. Donc dans notre partie à 2 et 3 joueurs, on va avoir 6 emplacements pour y placer des tuiles. Dans une partie à 3 joueurs, on va aussi retirer 2 tuiles de l'âge 1 et les remettre dans la boîte de jeu. Chaque joueur va recevoir une tuile héros de façon aléatoire et la placer devant lui dans sa zone de jeu. On va aussi lui donner le paquet de cartes sélection qui correspond à la tuile de héros qu'il a obtenue. On va donner à chacun des joueurs un jeton étendard et on va ensuite prendre nos ressources de départ qui sont indiquées sur notre tuile de héros. Par exemple, notre chaman orc ici va avoir 4 potions et 7 pièces au départ qu'il va aller chercher dans la réserve et placer dans sa zone de jeu. Notre barbare, elle, va avoir en valeur d'attaque, qu'elle va placer un jeton dans la valeur d'attaque de son étendard, va avoir 4 en valeur de potion et 4 en valeur de pièces. Et notre joueur mauve, donc qui ressemble étrangement à Raiden dans Mortal Kombat, lui va avoir 1 en valeur de magie qu'il va placer sur son porte-étendard, 4 en valeur de potion et 4 en valeur de pièces. Et on va remettre le jeton premier joueur au joueur qui a le nom le plus chevaleresque, qui veut dire le nom le plus long. On pourrait aussi remettre aux joueurs des tuiles quêtes qui sont suggérées pour des joueurs expérimentés qui ont déjà joué au jeu. Dans le cas où on veut inclure les tuiles quêtes dans le jeu, on va en donner 3 à chacun des joueurs et chacun des joueurs va conserver 2 tuiles quêtes qu'il va placer devant lui face cachée qu'il pourra jouer pendant la partie. Mais les quêtes sont une variante qu'on n'est pas obligé d'inclure dans nos premières parties, alors on va simplement les remettre dans la boîte de jeu. Une partie de Tales of Glory se joue en 10 tours de jeu. À chacun des tours de jeu, les joueurs vont sélectionner une carte sélection pour essayer de recruter une des 6 tuiles disponibles sur le plateau central. Ensuite, les joueurs vont pouvoir payer les coûts des différentes tuiles pour aller les placer dans leur zone de jeu pour faire vivre des aventures à leurs héros, tenter de gagner différentes ressources, d'augmenter leur puissance de magie, leur puissance militaire et d'essayer éventuellement de gagner le plus de points de prestige pour pouvoir être le vainqueur. Chacun des tours de jeu se joue en 3 phases de jeu. La première phase est la phase de sélection. Les joueurs vont prendre secrètement une de leurs cartes sélection et vont la placer face cachée devant eux. Les cartes sélection sont numérotées selon le nombre d'emplacements du plateau et vont représenter les tuiles qu'on va tenter de recruter sur le plateau principal.
Lorsque tous les joueurs ont choisi une carte de sélection, on va les révéler face ouverte simultanément pour révéler les tuiles que les joueurs veulent tenter de recruter. Si un joueur est le seul à avoir choisi le numéro d'une tuile, ce joueur va aller prendre la tuile sur le plateau central. Donc ici, notre barbare a choisi la tuile numéro 5 et va pouvoir aller prendre cette tuile et plus tard devra décider si elle veut payer son coût pour gagner les effets de la tuile ou bien la défausser pour faire un effet générique. Nos deux autres joueurs ont sélectionné la tuile numéro 4, ici l'allié. Donc les joueurs vont regarder qui est le plus près dans l'ordre de tour de jeu. Donc comme notre premier joueur est notre barbare ici avec le jeton premier joueur, le joueur qui est le plus près en ordre de tour serait notre orc chaman. Donc notre orc chaman va pouvoir aller choisir la tuile numéro 4 et la placer devant lui. Notre joueur qui a Raiden, lui qui avait aussi choisi la tuile numéro 4, va pouvoir profiter d'un effet de rattrapage, c'est-à-dire que la tuile qu'il voulait n'est plus disponible. À ce moment-là, il peut choisir n'importe quelle des tuiles restantes sur le plateau, pourrait décider de prendre cette tuile-là par exemple. Lorsque chacun des joueurs a pris la tuile qu'il a gagnée, on va faire changer le jeton premier joueur de joueur. On va regarder le joueur qui a choisi la tuile la plus petite selon les numéros du plateau principal. Donc notre joueur qui est ici a pris la tuile en position 2. C'est donc ce joueur qui va devenir premier joueur et qui va gagner le jeton premier joueur. Si jamais c'était notre joueur barbare qui avait été à cet emplacement-là, qui avait pris la tuile la plus basse, à ce moment-là, on serait allé à l'autre emplacement le plus bas, ça serait été l'emplacement numéro 4. Et c'est notre orc chaman qui serait devenu premier joueur. Donc le jeton premier joueur est obligé de changer de joueur durant cette phase de jeu. On passe ensuite à la phase où les joueurs vont jouer les tuiles qu'ils viennent de recruter. Premièrement, les joueurs peuvent faire cette phase-là de façon simultanée pour accélérer le jeu. Et les joueurs auront une décision à prendre entre payer le coût de la tuile qui est indiqué en haut à gauche de celle-ci pour pouvoir la placer dans sa zone de jeu et ainsi gagner les gains qui sont affichés au centre de la tuile. Ou un joueur peut décider s'il ne veut pas payer les ressources ou s'il n'a pas les ressources disponibles pour payer sa tuile, d'aller la défausser. Donc on la placerait sur la tuile défausse pour pouvoir gagner une pièce, une potion et un jeton clé à utiliser immédiatement. On va revenir un peu plus tard sur l'utilité des jetons clés. Mais évidemment, en début de partie, les joueurs vont avoir avantage à payer les tuiles pour pouvoir aller les jouer dans leur zone de jeu, surtout que les tuiles de l'âge 1 n'ont pas des coûts très élevés. Notre joueur a donc décidé de jouer la tuile qu'il vient de recruter au premier tour de jeu. Alors il doit payer le coût qui est indiqué en haut à gauche de la tuile. Ici on a une tuile de monstre, on doit donc avoir une valeur de magie de 2 et une valeur de combat de 1. Malheureusement notre personnage a seulement une valeur de magie de 1, donc normalement on ne serait pas capable de vaincre ce monstre. Par contre on peut utiliser des jetons de potion pour diminuer la valeur de magie et de combat requise pour ce monstre. Alors on pourrait jouer 2 en valeur de potion, donc on va jouer notre potion en valeur de 3, ils vont nous gagner une potion en valeur de 1 et on va ainsi réduire la valeur de combat et la valeur de magie pour pouvoir payer le coût de la tuile et ensuite aller le placer dans notre zone de jeu. Les jetons magie et les jetons combat ne sont jamais défaussés de notre personnage, donc ce sont les statistiques de notre personnage qui vont augmenter en cours de partie pour pouvoir vaincre des monstres de plus en plus forts. Par contre, les valeurs en pièces et en potions demandées par le coût des tuiles devront être défaussées et remis dans la réserve. De plus, un joueur qui va recruter une tuile dans la zone du haut du plateau, dans notre exemple, dans les emplacements 4, 5 et 6 du plateau, devra payer un coût supplémentaire d'une pièce ou d'une potion s'il décide d'acheter sa tuile. Une fois la tuile payée, le joueur peut venir la placer dans sa zone de jeu qui commence avec sa tuile de héros au début de la partie. On remarque que la tuile de héros a 4 connecteurs, un sur chaque côté de la tuile. On pourra donc utiliser les connecteurs des tuiles qu'on recrute pour venir agrandir notre zone de jeu pour représenter les aventures que vit notre héros. La première restriction sur le placement des tuiles, c'est qu'on doit conserver l'image à l'endroit, donc on ne peut pas tourner la tuile dans tous les sens. On est obligé de la jouer dans le sens de l'image. Par la suite, on devra ici connecter un des connecteurs de la tuile qu'on vient d'acheter avec un connecteur de notre zone de jeu qui est libre. Donc je pourrais placer ma tuile qui est ici par exemple pour les lier avec les deux connecteurs. Par contre, on remarque qu'il y a un demi-icône de clé sur le connecteur du haut de ma tuile monstre et qu'il y a
un autre demi-icône de clé dans le connecteur du bas de ma tuile héros. Donc si je place ma tuile en dessous de mon héros, les deux connecteurs vont former une clé complète, ce qui donnera accès au joueur à un jeton clé qu'il devra utiliser immédiatement, soit sur la tuile où il y a le monstre, donc sur une des deux tuiles où il y a la demi-clé, ou sur la tuile de son héros, ce qui est dans le même cas pour notre personnage. Donc ici, je pourrais décider d'ouvrir le coffre qui est ici, qui donnerait 1 en valeur de combat. On va donc placer le jeton clé sur le coffre, on va gagner la récompense, qui est un 1 en valeur de combat, donc on va augmenter la valeur de notre combat de notre héros sur son étendard. Et comme la clé est sur ce coffre-là, on ne pourra pas réouvrir ce coffre-là une deuxième fois pendant la partie. Une tuile qui a un côté qui n'a pas de connecteur ne peut pas venir se coller sur un connecteur pour être ajoutée dans notre zone de jeu. Donc je devrais la mettre sur un autre des côtés. On peut placer un demi-icône de clé sur un connecteur qui est vide. Par contre, on ne pourra jamais compléter cette clé-là de la partie. On a aussi des tuiles vertes qui sont des tuiles de lieux. Les lieux vont avoir des connecteurs qui vont pouvoir nous donner certains bonus lorsque les connecteurs seront complets. Et vont avoir des fois des prérequis de certaines couleurs de tuiles. Donc ici, pour avoir les 2 points de prestige, il faut que la tuile à côté soit une tuile bleue d'allié, ce qui n'est pas le cas, c'est une tuile de monstre. Ici, il faudrait que j'aie une tuile de monstre, mais c'est une tuile d'objet, donc je n'aurai pas les 2 récompenses qui sont ici. Par contre, si à côté, j'ai réussi à mettre une tuile d'allié, donc par exemple, si je viens ajouter cette tuile-là ici avec mon connecteur, donc j'ai besoin d'une tuile bleue, c'est une tuile bleue, donc on va gagner la récompense ici qui est de 2 points de prestige. Et finalement, une tuile qui n'a pas de connecteur peut être collée sur une autre tuile qui n'a pas de connecteur, à condition que cette tuile soit quand même connectée à notre zone de jeu, ce qui est le cas ici avec notre connecteur avec la tuile d'allié. Mais revenons à notre première tuile qu'on a réussi à gagner au premier tour de jeu et qu'on est venu placer dans notre zone de jeu. Une fois une tuile placée, on ne pourra plus la déplacer du reste de la partie et on va par la suite gagner le gain de la tuile, donc qui est indiqué avec des différentes icônes au centre de la tuile, juste en dessous de l'image. Donc ici, ça serait de gagner 4 points de prestige qu'on va aller chercher dans la réserve et qu'on va ajouter dans notre zone de jeu. Il y a aussi certaines tuiles qui auront des gains qui sont seulement à la fin de la partie. Donc, lorsqu'on retrouve l'icône de sablier, ce sont des bonus de points de prestige à la fin de la partie. Donc ici, pour chaque tuile bleue dans ma zone de jeu, on va marquer 2 points de prestige à la fin de la partie. Quand tous les joueurs ont joué leurs tuiles, qu'ils l'ont placé dans leur zone de jeu, qu'ils ont gagné les gains des différentes tuiles, on passe à la prochaine phase de jeu qui est de préparer le tour suivant. On va regarder sur la tuile défausse, on va défausser le nombre de tuiles demandées sur cette tuile. Donc ici, 2 tuiles à défausser. On va prendre les tuiles qui ont les plus petits numéros sur le plateau principal. On va donc défausser la tuile 1 et 3 sur la tuile de défausse. On va ensuite glisser la tuile restante jusqu'au bout. Et on va ensuite remplir le plateau principal avec des nouvelles tuiles de l'âge 1 pour pouvoir ensuite débuter un prochain tour de jeu. Lorsque les tuiles de l'âge 1 seront terminées, on va utiliser les tuiles de l'âge 2 pour remplir le plateau. Et lorsque les tuiles de l'âge 2 seront terminées, on va utiliser les tuiles de l'âge 3. Et lorsque les tuiles de l'âge 3 seront terminées, on aura terminé le 10e tour de jeu et on pourra passer au décompte final des points. On va commencer par assigner les 4 trophées de majorité aux joueurs qui ont le plus de magie, le plus de potions, le plus de pièces et le plus de combats selon leurs valeurs respectives. Si jamais 2 joueurs ont la même valeur, sont à égalité pour un des trophées, les joueurs vont tous les deux marquer les 4 points de prestige donnés par le trophée. Alors notre joueur qui est ici aurait pu gagner par exemple le trophée du joueur qui a le plus de magie et le trophée du joueur qui a le plus de pièces avec lui. Donc il va pouvoir placer les trophées devant lui qui vaudront chacun 4 points de prestige. On va ensuite regarder si on a des tuiles de héros, donc les tuiles d'alliés bleus avec un sablier. Donc ici j'ai un petit ami barbare qui me donne 2 points de prestige par tuile de monstre qui se retrouve dans ma zone de jeu. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 tuiles monstres, donc ça va me rapporter 8 points de prestige que je vais pouvoir ajouter à mes autres points. On va additionner les points de prestige de nos jetons, plus les points de prestige de nos trophées pour faire notre score final et le joueur qui aura le plus haut score sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de pièces qui va l'emporter. Sinon, ça va être le joueur qui a le plus de potions. Sinon, le joueur qui a le plus de combats. Sinon, le joueur qui a le plus de magie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Tales of Glory. Je vous reviens avec mon opinion personnelle.
Qu'est-ce que je pense de Tales of Glory? On va regarder les côtés positifs. Premièrement, j'adore le visuel du jeu, une espèce d'univers médiéval fantastique, évidemment. Étant un joueur de Donjons Dragons, j'ai toujours aimé ce genre d'univers-là. C'est des super belles illustrations de Miguel Coimbra qui fait tout le temps de l'excellent boulot dans les jeux, qui fait les illustrations. Fait que ça, c'est vraiment bien réussi. Le matériel aussi à l'intérieur du jeu, c'est très bien. Les tuiles sont très épaisses, très solides. Donc, il n'y a rien qui s'est abîmé quand on dépunchait tout ça. Donc, c'est vraiment de bonne qualité. Les ressources en carton aussi, ça fait très bien la job. Même si on a mieux en bois, mais on peut comprendre pour le coût aussi que ça a. Ça diminue les coûts du jeu. Donc, c'est quand même très bien aussi pour ce qu'on a. Ensuite, on a un bel insert à l'intérieur du jeu pour tout ranger les ressources. En fait, on peut quasiment sortir l'insert, le mettre sur la table, puis toutes les ressources sont dans des petits contenants, donc c'est plus facile que de tout sortir ça à chaque fois. Fait qu'on peut rentabiliser l'insert aussi, fait que ça c'est vraiment bien. Un jeu extrêmement simple, donc on a un petit placement de tuiles qui est très léger, c'est très facile de placer les tuiles, on n'a pas beaucoup de restrictions, on essaie de faire des combos avec les clés, avec les lieux des fois où il faut mettre certaines tuiles une à côté de l'autre, fait qu'on a des petites questions d'optimisation à faire, mais c'est quand même très simple. Le jeu, aucun texte, c'est vraiment juste des symboles qui sont vraiment clairs et qui sont aussi, ce que j'aime bien, c'est que les symboles sont pareils comme les ressources, fait que le symbole de pièce, c'est la même que la ressource, le symbole de potion sur une tuile, ben c'est le même jeton de potion, fait que c'est vraiment facile de se repérer dans le jeu parce que les icônes sont pareilles comme les ressources, fait que ça c'est très bien pensé. On dit que le jeu est 10 ans et plus, mais je pense qu'un enfant de 7-8 ans va être capable de jouer justement à cause que ce symbolisme-là est simple et bien représenté, fait que ça c'est encore une chose qui est très fun. Le jeu est très fluide, surtout si on décide de faire la deuxième phase de jeu de façon simultanée, ce que je conseille fortement. Fait qu'on fait la phase de sélection, on met notre carte, on prend notre tuile. Après ça, ben, chacun fait son affaire, chacun paye sa tuile, la place, gagne ses petits bonus. Fait comme ça, le jeu roule vraiment vite. Pour vrai, ça va prendre 20 à 30 minutes gros max si on joue de façon simultanée pour la deuxième ronde. Fait que ça, c'est cool. Puis ça fait aussi que les parties à plusieurs joueurs, à 4 ou 5 joueurs, vont aussi bien rouler. Puis vont se faire en dedans d'une demi-heure, ce qui est quand même très cool pour ce genre de jeu-là. Ensuite, le jeu est bilingue, on a les règles français-anglais à l'intérieur, mais comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de texte en fait sur les composantes, fait que c'est pas très grave. On a une belle interaction qui est indirecte, je trouve, parce qu'évidemment c'est un jeu de recrutement de tuiles. Donc là, on regarde un peu ce que les autres font. Ok, ben là, lui, il va essayer d'aller chercher cette tuile-là parce qu'il veut maximiser son combo. Il est vraiment fort pour tuer ce monstre-là. Pour lui, ça va être payant, ça ne coûtera pas cher. Mais là, je suis premier joueur, je peux aller chercher avant lui, je peux l'empêcher d'aller le prendre. Donc, il faut regarder un peu ce que les autres font pour essayer justement de les bloquer de façon indirecte avec le recrutement, ce qui peut être quand même assez sympathique. Et on a les cartes quêtes qu'on a parlé dans la vidéo. En fait, les cartes quêtes qui est une variante qu'on peut ajouter, c'est que chaque joueur, on va donner 3 tuiles quêtes à chacun des joueurs, on va en conserver 2 des 3. Et les tuiles quêtes, c'est des tuiles qui sont identiques à d'autres tuiles, en fait. C'est le même genre de tuiles. Là, on a des tuiles d'alliés, des tuiles de trésors, on a des tuiles de monstres, des tuiles de lieux. C'est que, dans le fond, les joueurs vont avoir ces 2 quêtes-là pendant la partie et n'importe quand dans leur tour de jeu, avant ou après avoir joué une tuile, ben, ils vont pouvoir jouer une de leurs quêtes en payant le coût, en la plaçant et en gagnant les différents bénéfices. Fait que ça rajoute un peu plus d'options en sachant que, ok, j'ai ces tuiles-là que je vais essayer de placer pendant la partie parce qu'elles sont quand même payantes. Fait que je vais m'arranger pour pouvoir les jouer. Fait que ça t'aide un peu, ça guide un peu ta stratégie d'avoir les quêtes. Je vous dirais, si vous avez joué une partie, ajoutez les quêtes après, ça va vous donner un peu plus de flexibilité là, pendant vos parties. Ensuite, pour les petits côtés négatifs dans le jeu, j'ai trouvé que les cartes de sélection, évidemment, qui sont numérotées là, de 1 à 6 dans notre exemple, on en a jusqu'à 8 si on joue à 4 ou 5 joueurs. Ils n'ont pas un très beau visuel, on a juste mis un chiffre avec un gros background de couleurs, on aurait pu faire quelque chose de sympathique avec l'image du personnage de l'autre côté, que ce soit un peu plus beau visuellement, mais c'est vraiment un petit détail. Par la suite, on utilise toutes les tuiles dans le jeu à chacune des parties. Donc j'ai l'impression qu'on va peut-être vite faire le tour parce qu'on va commencer à connaître les tuiles. On va savoir qu'il y a telle tuile qui donne tel bonus va arriver bientôt parce que je sais que c'est une tuile d'âge 2. Donc il y aurait peut-être à avoir un petit peu plus de tuiles pour varier un petit peu plus les parties, qu'on voit pas nécessairement toutes les tuiles, puis que quelqu'un qui connaît le jeu, il va se construire une zone de jeu qui a tant de tuiles parce qu'il sait qu'il va y avoir une tuile qui va donner un bonus pour ces tuiles-là plus tard. Fait que ça peut donner un petit désavantage à des joueurs qui sont habitués de jouer versus des joueurs qui n'ont jamais essayé le jeu. Les héros, j'aurais aimé ça qu'il y ait une petite habilité spéciale, ça aurait été cool, ça aurait donné un peu plus de saveur justement à nos héros. Et le thème évidemment médiéval fantastique, de vivre une aventure avec notre
joueurs et tout ça, on ressent un peu moins le thème. C'est vraiment plus mécanique. On place nos tuiles, on fait des combos, tout ça. On génère des ressources, on génère des points. Fait que le thème, on le perd un peu pendant la partie. Mais ça reste quand même pour moi, je pense, un bon jeu qui est simple, qui est rapide, qui est familial. Je vais lui donner une note de B, donc B pour bon jeu évidemment. Donc justement, ça fait un jeu qui est simple, qui est facile à sortir, puis j'ai joué autant avec des gamers que j'ai joué avec des plus jeunes ou quoi que ce soit, puis ça fonctionne vraiment bien. C'est le genre de jeu que je peux amener justement avec mes élèves qui pourraient jouer sur l'heure du midi, que c'était assez rapide pour ça. Puis c'est le genre de jeu qu'ils vont aimer aussi, qu'il y a un peu de stratégie pour des joueurs qui sont nouveaux, tout ça. Ça peut être une belle initiation pour un petit jeu de gestion de ressources, pas trop lourd, avec du beau placement de tuiles à l'intérieur, puis des combos qui sont le fun à faire. Donc le jeu Tales of Glory. Donc si vous n'avez pas testé ça, je vous suggère d'aller regarder ce petit jeu là qui est maintenant disponible. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez aussi venir nous donner sur notre page Patreon là, si vous voulez nous encourager. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.